Live questions-réponses. Bonjour à tous et à toutes. Dans ce live questions-réponses, je vais répondre à toutes vos questions. Dites-moi si vous êtes présent, faites-moi un petit coucou, c'est toujours sympa. Donc alors, j'avais une première question par rapport au fait qu'il existe ou non une des plantes anti-inflammatoires. Donc la réponse est oui. Vous avez par exemple le saule blanc. Le saule blanc qui est riche en salicine et donc qui a un effet similaire à l'aspirine. Donc vous pouvez prendre cette plante en infusion au dosage classique, c'est-à-dire une cuillère à café par verre, à laisser infuser 5 à 10 minutes avant de consommer. Donc il y a le saule blanc. À noter que pour le saule blanc, évidemment, il ne faut pas être allergique à l'aspirine. Il faut aussi savoir que si vous êtes un homme, ça peut avoir des effets sur l'érection si c'est pris sur le long terme, parce que ça limite la circulation sanguine. Donc ça c'est la petite chose à savoir aussi. Vous avez aussi la reine des prés qui est riche en précurseurs de l'aspirine. Donc là, moins dosé que le saule blanc. Parce que le saule blanc, environ, vous avez 200 mg à 500 mg par infusion de précurseurs de l'aspirine. Alors qu'avec la reine des prés, ce sera plus de l'ordre de 100 à 200 mg. Il y en aura un petit peu moins quand même. Ce sera un petit peu moins puissant que le saule blanc. La reine des prés, elle, par contre, elle va favoriser la circulation sanguine, favoriser le système digestif. Vous avez aussi le curcuma, que vous connaissez, j'imagine, le gingembre. Bon, après, il y a aussi les huiles essentielles, comme par exemple celle de Golteri, hein, toujours avec de l'aspirine. Vous avez, enfin là, par contre, pas en interne, hein, en externe. L'eucalyptus citronné aussi, le baume du copahu, la camomille en huile essentielle, qui là par contre peut être pris en interne, mais bon, attention aux contre-indications. Voilà, c'est l'huile essentielle de gingembre. Lise Jenny, merci. Avec plaisir, je t'en prie, Lise. D'ailleurs, il y a aussi l'infusion de camomille. Après, on peut aussi citer l'arpagophytome pour les articulations. Coco no Candy. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toi, Coco. N'hésitez pas à faire un petit coucou que je vois qui est connecté. Donc, je disais, il y a aussi l'arpagophytome pour les inflammations articulaires. Donc là, en l'occurrence, c'est une plante qu'il vaut mieux prendre associée avec d'autres plantes anti-inflammatoires. Donc, par exemple, elle est communément associée avec le bourgeon de cassis. Bourgeon de cassis, lui, c'est un anti-inflammatoire aussi, mais pas comme avec ceux dits précédemment qui contenaient de l'aspirine, plus avec un effet sur les glandes surrénales en stimulant les corticoïdes naturels qu'il y a dans notre corps. Donc c'est plus quelque chose à prendre en cure, ça va pas avoir un effet incroyablissime sur le coup, c'est plus sur la durée en fait. Ça va aider le corps en fait pour tout ce qui va être inflammatoire. Donc c'est souvent mis en association avec l'arpagophytome. Voilà, sinon après vous pouvez lier l'arpagophytome à une autre plante anti-inflammatoire, comme par exemple le curcuma. Voilà. Donc là du coup j'en ai rajouté une plante. Le bourgeon de cassis. Vous avez aussi le Boswellia serrata. Boswe2lia. Le Boswellia. Et donc qui est la meilleure plante anti-inflammatoire intestinale notamment, qui est aussi une anti-inflammatoire intestinale efficace, anti-inflammatoire cérébrale également. Donc voilà, là, et oui, je vais rajouter la griffe du chat. Donc l'arpagophytome, c'est la griffe du diable. Il y a aussi la griffe du chat, donc qui est une plante anti-inflammatoire à visée articulaire essentiellement,
Donc voilà, voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? N'hésitez pas. On trouve ces plantes en magasin bio. Oui, Coco, tu trouveras ces plantes en magasin bio. Bon, après, plus ou moins, peut-être pas tous. Bourgeon de cassis, ça c'est quasi sûr que tu la trouveras. Boswellia, ça se trouve pas forcément partout, mais enfin, en général, si tu vas en parapharmacie ou en magasin bio, tu en trouves quand même. Ça se fait de plus en plus. Et tu trouveras une de ces plantes à coup sûr. Enfin voilà, il y a un petit souci de stock. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Faites-moi un coucou, hein, ceux qui sont connectés, que je vois bien qui est connecté. Là, je... Alors, Lise et Jenny, bourgeon de cassis, c'est ce qu'on appelle les teintures mères. Non, pas du tout. Les teintures mères, c'est autre chose. Les teintures mères, c'est en gros une macération alcoolique avec la plante pour extraire via l'alcool les principes actifs de la plante. Là, là, c'est un macérat glycériné de bourgeon de cassis. Donc, donc eh bien, enfin normalement il y a de l'alcool aussi hein, dans les extraits de bourgeon. Tu peux les trouver sans alcool, parce qu'il y a des fabricants qui font une autre étape supplémentaire pour enlever l'alcool. Mais bon, à la base ça se fait avec de l'alcool aussi, comme la teinture mère. Mais là c'est un macérat. C'est pas comme la teinture mère en fait. Tu as de l'alcool aussi, mais c'est pas une teinture mère. Tu as de la glycérine aussi, en plus de l'alcool. Et en fait, il s'agit de gémothérapie, c'est la thérapie par les bourgeons. Et donc en fait, ça part du principe que les bourgeons ont toutes les propriétés de la plante. Donc parce que tu vois, en phytothérapie, tu vas avoir une partie qui va être utilisée pour une chose, donc par exemple la racine, comme souvent c'est lié au rein, au système urinaire, et puis bah tu as la tige, les feuilles, le fruit. Eh bien, donc, dans la gémothérapie, on conçoit que toutes les propriétés de la plante sont dans le bourgeon. Donc, dans le bourgeon, tu as aussi des hormones de croissance végétale, tu as plein de choses, et en fait, tu retrouves toutes les propriétés de la plante. Lise Jenny, merci pour la précision. Avec plaisir, je t'en prie. As-tu d'autres questions? Ou sinon, si quelqu'un a une autre question, c'est le moment si vous avez des questions. Parce que là, je n'ai plus de questions en stock. Donc, pas de questions? N'hésitez pas, c'est le moment. J'avais quelqu'un qui m'avait posé une question, mais là je ne pense pas qu'elle soit connectée. Sur le... C'était une question sur le sommeil. J'ai traité cette question lors du dernier live question-réponse, mais là du coup j'avais dit à la personne qu'elle pourrait échanger avec moi pour avoir des précisions sur son cas personnel, mais là je ne la vois pas connectée. Donc dites-moi hein, s'il y a d'autres questions. Alors, Lise Jenny, est-ce que ça peut aussi agir sur le foie? Le bourgeon de cassis? Oui. Bah, le bourgeon de cassis n'est pas connu spécialement pour son action sur le foie spécifiquement, mais ça va avoir une action. Tu le prends en interne, en général, c'est des gouttes. Tu prends en dosage à peu près 5 gouttes dans un verre d'eau, et puis donc tu prends ça 3 fois par jour. Bon après là je dis un dosage standardisé. Mais voilà, après c'est ne vous supplémentez pas tout seul dans votre coin, contactez votre naturopathe avant. Donc oui, ah oui, le bourgeon de cassis.
Pour le bourgeon, pour un bourgeon sera à visée hépatique, on prendra plutôt celui de romarin que le bourgeon de cassis qui lui n'est pas spécifique au foie. Si par exemple, en fait le bourgeon de cassis, on dit que c'est un bourgeon adaptogène qui va potentialiser les effets des autres bourgeons. Donc si tu as une inflammation au foie, il va aider, mais après il est pas c'est pas un il est légèrement détoxifiant, oui, mais ça va être une action très légère et ça si tu as besoin de quelque chose pour le foie, ça va pas être le bourgeon de cassis que tu vas prendre. Tu pourras le prendre en plus d'un bourgeon spécifique au foie, par exemple. Donc donc voilà, d'ailleurs le foie, c'est un sujet que je traiterai en live prochainement. Parce qu'on est en plein dedans, hein, c'est le printemps, c'est la période de la détox hépatique. Voilà pour détoxifier le foie, je voulais dire. Ouais, non, ça va pas vraiment agir vraiment à ce niveau-là, quoi. Enfin, ou de manière vraiment très légère. C'est pas ça que tu vas prendre, donc voilà. Si tu veux détoxifier le foie, il faut se poser la question dans quel état est ton foie. Parce que tu peux prendre des plantes à visée protectrice, des plantes à visée drainante, et donc il faut bien voir lesquelles tu vas prendre selon ton cas. Donc si vraiment tu es très intoxiqué du foie, donc par exemple que tu as ou tu as eu des pathologies du foie, surtout si elles ont été chroniques, et que en plus de ça tu as vécu précédemment un burn-out ou une grande période de stress émotionnel intense, si tu as des insomnies à répétition, là du coup c'est que le terrain du foie est pas forcément terrible et que du coup il va y avoir difficulté à supporter une détox. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu fais une détox, donc par exemple avec des plantes drainantes comme de l'artichaut, du romarin, du chardon-marie, du bol d'eau, etc., eh bien ça va avoir un effet similaire à si tu t'intoxiquais, dans le sens que va y avoir un déversement de toxines pour qu'elles soient éliminées donc par les émonctoires, donc en l'occurrence les intestins surtout, les reins, les poumons aussi, la peau dans une moindre mesure. Et donc il faut que tu aies un foie capable de supporter une mauvaise alimentation ou un déferlement de toxines pour n'importe quelle raison qu'il soit. Donc là, ah oui, tu me dis j'ai une stéatose hépatique. Oui, donc en l'occurrence, vaut mieux éviter d'y aller trop fort. Donc là, ce que je te conseillerais, ce serait plus de commencer par une plante légère qui va pas être trop drainante, comme par exemple le desmodium. Donc le desmodium, c'est une plante protectrice du foie, qui va être aussi un petit peu drainante, mais ça va être léger. Elle va surtout être axée euh, protection. Donc là, je te conseillerais plus une cure de desmodium en y allant tout doux sur les dosages, parce que quand on a un foie très intoxiqué, comme je vous disais, il y a un relargage de toxines qui se fait, donc il faut que le foie il soit capable de supporter ça. Sinon, votre détox, ça peut être pire que mieux. Si en plus de ça, vous avez les intestins qui éliminent très lentement, vous allez éliminer par le foie, donc qui en plus supportera la sortie des toxines, mais en plus de ça, comme vous allez éliminer moins vite par les intestins que par le foie, du coup vous allez réingurgiter vos toxines. Du coup, ça peut être pire que mieux et vous détruire le foie. Il y a des gens avec des cures détox puissantes qui se sont bousillés le foie de manière littérale, quoi, qui ont été obligés d'avoir de se faire opérer en fait tout simplement avec de se faire enlever la vésicule. Donc voilà, faites attention. Il faut que vous soyez à l'écoute de vos ressentis en fait. Donc si vous voyez que pendant votre cure de détox du foie, vous êtes bien au début, puis que d'un coup vous commencez à sentir des changements d'humeur, un problème de digestion des humeurs, parce que le foie c'est aussi utile par rapport à la digestion des humeurs, des émotions, étant donné que c'est le grand transformateur chimique, c'est lui qui permet de rendre utilisables des molécules ou éliminables des molécules. Donc du coup,
fatalement, si physiquement il va pas fonctionner bien, eh bien au niveau émotionnel, la digestion des émotions aussi va être perturbée et vous allez sentir de la lourdeur à faire les choses, la lourdeur le matin, de l'insomnie, difficulté à vous endormir. Donc vous allez ressentir ça, des niveaux d'énergie inégales, trop d'énergie par moment, pas assez. Et donc, dans ces cas-là, si vous voyez que vous avez des symptômes, eh bien, il faut arrêter 2-3 jours votre cure et repartir plus bas. Donc là, par exemple, tu as une stéatose hépatique, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre du desmodium, tu le prends soit en gélule, soit en infusion, tu te prends un dosage divisé par 3 par rapport au dosage qui est marqué sur la boîte, tu commences vraiment tout doucement, et puis, euh, et puis tu augmentes au fur et à mesure. Et dès que tu sens des symptômes, donc ça peut être enfin, tous les symptômes que j'ai dit, en plus de ça, je rajoute une fonction fondamentale qui est celle de la digestion des graisses. Si tu vois que tu as une lourdeur après les repas, plus que d'habitude, c'est que du coup, sûrement que ça détoxifie beaucoup trop. Donc tu ralentis aussi si tu as des ballonnements, des problèmes intestinaux, tu ralentis. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Y a-t-il d'autres questions? Non, pas de questions? François Alexandre, le bourgeon de cassis pour une tendinite à l'épaule, point d'interrogation. Oui, ce sera utile. Après, ça va pas avoir un effet miracle. C'est-à-dire que si tu as une tendinite à l'épaule, si tu veux un effet immédiat, je te conseillerais plutôt l'eucalyptus citronné en huile essentielle, en externe, la Golteri ou la menthe poivrée ou le sel de gingembre. Donc menthe poivrée pour avoir un effet froid, le gingembre pour un effet chauffant. Après, il y a le baume du copahu aussi. Mais bon, t'en choisis une parmi celles que je viens de te dire. La classique, la tout-terrain en huile essentielle, c'est l'eucalyptus citronné. Après, par contre, elle est un peu irritante pour les bronches, donc tout le monde la supporte pas forcément. Tu as la Golteri, qui est un anti-inflammatoire, riche en en acide salicylique. Voilà, donc là, dans ces cas-là, tu te mets 2 gouttes sur la zone à l'épaule, ou tu peux me diluer sur l'huile végétale. Tu mets 2 gouttes dans une cuillère à soupe, et tu étales ça sur la zone où tu as mal. Pour la tendinite aussi, il faut veiller à avoir une alimentation alcaline, donc favoriser les aliments alcalins et limiter les aliments acidifiants. Donc pour ça, je t'invite à regarder mon article sur l'alimentation acido-basique que j'ai publié il y a quelques jours. Donc si tu regardes sur ma page, tu descends, tu trouveras l'article dedans. Dans cet article, il y a un fichier avec l'indice PRAL des aliments qui est un indice en fait qui mesure l'alcalinisation ou l'acidification qu'a un aliment en fait sur le corps. Donc là en fait quand tu as une tendinite, il faut vraiment veiller à avoir des apports de nourriture alcalinisante et puis avoir une plante anti-inflammatoire, donc que ce soit une huile essentielle en externe ou en interne à prendre. Donc en interne, par exemple, tu peux avoir l'ortie. Parce que aussi, tu peux avoir l'ortie, les plantes que j'ai dit avant qui étaient antidouleurs, qui peuvent être intéressantes. Mais en plus de la plante antidouleur, anti-inflammatoire, tu as la plante reminéralisante. Parce que, après, je sais pas ton cas, pourquoi tu as cette tendinite, si c'est parce que vraiment tu t'es pris un coup, tu as fait un geste, ou parce que tu fais une activité sportive, et que du coup, bah, avec la répétition, tu as cette problématique. Mais ça peut être intéressant de prendre une plante reminéralisante. Donc là, en l'occurrence, tu as l'ortie, la prêle, la consoude aussi, mais bon, attention, la consoude, il y a des toxiques dedans, des alcaloïdes toxiques, donc attention. Je te conseillerais plus la prêle ou l'ortie.
Donc je récapitule, par exemple en interne, tu peux faire une cure d'ortie ou une cure de prêle en infusion ou en gélule, et puis en parallèle prendre un antidouleur, donc en interne ou en externe, sachant donc par exemple moi ce conseil classique ce serait cure d'ortie ou de prêle plus l'huile essentielle de Golteri à appliquer sur la zone, ou d'eucalyptus, prenez. Voilà. Voilà un exemple de ce que tu pourrais faire. Donc avec les huiles essentielles, regarde bien les contre-indications avant. Y a-t-il d'autres questions? Il y avait quelqu'un aussi qui m'avait demandé pour une sciatique. Donc là, une sciatique, ce serait à peu près les mêmes conseils. Il y a aussi le fait de prendre des aimants thérapeutiques. Donc il faut qu'ils aient au moins 2000 Gauss. Vous pouvez trouver sur internet. Alors, il y a des sites, vous tapez sur internet aimants thérapeutiques. C'est des petits aimants que vous placez sur la zone où vous avez mal. Et vous mettez un sparadrap. Et puis vous laissez sur la zone et ça aide bien. Ça marche bien hein, dans 80 à 90% du temps. Les gens me disent que ça calme vraiment très bien la douleur. Après pour la sciatique, donc pareil, alimentation alcaline, ortie, huile essentielle. Puis bon après, moi ce que j'aime bien conseiller, c'est des bains pour vraiment baisser l'activité du corps, se détendre. Voilà, pratiquer de la méditation. Si possible, faire des étirements légers, décontractants. Enfin, en tout cas, faire ou le qigong ou toute autre activité méditative qui est liée au mouvement pour détendre la zone, baisser l'activité. Alors, François-Alexandre Horty en tisane. Oui, oui, en tisane. Bah, en tisane ou en gélule, hein, comme ça t'arrange. Alors, Catherine Savajol. Pour nettoyer le corps, que choisir entre argile ou charbon? Quelle différence d'action? Merci. Euh, eh bien, en fait, le charbon, lui, il va pomper. Il va aspirer et hop, ça va aller aux toilettes. Alors que l'argile, elle va avoir une activité d'absorption aussi, mais aussi d'adsorption. Donc, adsorption, c'est quoi? C'est capter, restituer. Donc, il y a un échange. Il y a un échange qui est lié aux polarités électromagnétiques de l'argile. Donc ces vertus d'adsorption, tu les as surtout quand tu vas bien laisser infuser plusieurs minutes, voire même plutôt plusieurs heures, l'argile dans l'eau. Il faut au moins que ça ait infusé 4 heures. Et là, tu as pleinement développé ces qualités d'adsorption, sachant que ça dépend aussi du type d'argile. Donc l'argile verte, par exemple, a cet effet-là lié parce qu'elle a 3 couches. Ça fait un peu comme ouais, ça fait un peu comme, comment ça s'appelle, un millefeuille, bon là du coup avec 3 couches, un trifeuille. Et du coup en fait, eh bien, cette polarité électromagnétique fait qu'elle va aspirer, redonner, en fait, à la guise des choses, et en fait, l'argile va avoir un effet électromagnétique sur tout son environnement. Elle va nettoyer en profondeur, donc du coup assainir le système immunitaire en nettoyant. Bah, non, forcément que du coup les échanges cellulaires se font mieux, donc le système inflammatoire, immunitaire va mieux se faire. Le charbon, tu auras aussi cet effet nettoyage qui améliorera cela aussi, mais pardon, avec l'argile, ce sera encore plus puissant parce qu'elle a des vertus électromagnétiques qui lui confèrent un effet antalgique, qui lui confèrent un effet d'amélioration du milieu plus important qu'avec le charbon, pardon. Florence Demey. Bonsoir, faut-il éviter le gluten et le lactose pour des poussées de douleur diffusées? La réponse est claire, oui, oui et oui. Parce que le gluten, il a été démontré que l'on ait une intolérance ou pas, une demi-heure après l'ingestion, il y a inflammation intestinale, donc il y a des études ont démontré ça via des systèmes d'analyse où ils voyaient l'inflammation intestinale une demi-heure après ingestion.
Donc si déjà tu as mal de base, vaut mieux pas rajouter de perturbateurs endocriniens. Donc comme je disais tout à l'heure, faut plus, si tu as des douleurs, favoriser une alimentation alcaline. Donc voilà, même conseil hein, que précédemment. Lise Jenny, est-ce que le lait d'argile, eau qui se trouve en haut du verre, sera aussi efficace que boire le tout? Le lait d'argile, donc, c'est l'eau avec, tu tournes et tu as l'argile plus l'eau. Bah du coup, ce sera même plus efficace en fait. Donc Catherine Savagel, tu dis il y a aussi la zéolite. Oui, la zéolite, pour faire quoi tu veux dire? Alors, Florence de Mai, fibromyalgie. D'accord. Bah l'argile pour la fibromyalgie, ça va être super intéressant. Avec son action antalgique, tu peux te faire des cataplasmes. Voilà, c'est plutôt bien. Voilà, donc du coup, alors zéolite égale argile point d'interrogation. Oui, bah oui, c'est une bonne argile. Hein. Y a pas de souci. Qu'entends-tu par plus, c'est-à-dire? C'est pas pareil que l'argile, enfin la zéolite, mais ça va avoir un effet similaire. Alors, préparer l'argile le matin pour boire le soir. Oui, voilà, exactement. Est-ce plus efficace que si on prépare instantanément? Bah non, parce que en fait, tu auras beaucoup moins ce côté d'adsorption. En plus de ça, ton eau sera beaucoup moins chargée minéralement. Parce que bah forcément, si tu laisses infuser, il y a un échange, l'eau va se charger des minéraux, ton corps va prendre les minéraux dont il a besoin, alors que si tu laisses infuser, du coup, elle sera chargée de minéraux, et du coup, tu auras plus cet effet d'adsorption. Mais par contre, ce sera plus puissant en effet détoxifiant si tu le prends instantanément. Et dans un premier temps, moi, ce que je conseille, c'est de juste boire l'eau. Et puis, enfin, quand la personne fait une cure, et puis après de prendre le lait d'argile, donc tourner et puis boire le tout plus tard, quoi, quand on est plus habitué. Avec la zéolite, là, tu auras l'effet d'adsorption aussi. Hein. C'est un peu le même principe qu'avec l'argile. Alors, plutôt argile verte, point. Oui, oui, plutôt argile verte. Moi, je conseille plutôt l'argile verte ultra ventilée. Donc,
parce qu'elle va être débarrassée de certains éléments en fait qui sont abrasifs. Combien de temps dure la cure? Bah, faut faire une cure d'environ 3 semaines. Après, ça dépend aussi du cas, hein, évidemment. Mais faut éviter plus de 3 semaines. Parce qu'après, ça peut aussi créer des carences, sachant qu'en plus, l'argile doit être consommée à distance des médicaments et aussi de la consommation de graisse, notamment l'huile de ricin, l'huile de lin. Je vous conseille de prendre de l'argile ultraventilée parce qu'en fait, si vous voulez, dans l'argile, il y a des micas, donc qui sont des minéraux qui rayent, ça raye le verre par exemple. Donc pour prendre, en fait, quand on fait on a de l'argile ultraventilée, c'est de l'argile qui a été filtrée par ventilation, où en fait on garde, on enlève justement ces micas. Du coup, il n'y a plus les micas qui peuvent être un petit peu corrosifs. Je la prends le soir au coucher. Ah bah super, oui, c'est le moment idéal, hein, de toute façon. En plus, comme c'est apaisant, et puis en plus antalgique, ça aide en plus à bien dormir. Et c'est le soir pour se détoxifier vraiment en profondeur, c'est le moment idéal. Donc tu fais bien. Y a-t-il d'autres questions? Alors, Catherine Savage, comme cela, il y a minimum 10 heures avant autre aliment ou complément. Ah bah oui, oui. Ouais, du coup, c'est l'idéal. Comme ça, t'as pas de problème d'interaction. Donc, c'est super. Y a-t-il d'autres questions? Il y a des personnes qui prennent de l'argile toute l'année pour l'interrogation. Euh, j'imagine que oui, il y a tout il y a tout dans un monde, donc j'imagine que oui, mais je ne le conseille pas. Et de toute façon, quand on prend quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, le corps s'habitue, donc après on perd une partie, voire toute la partie des bénéfices. Donc c'est pas intéressant. Y a-t-il d'autres questions? Le charbon, c'est plus pour nettoyer les radiations, scanner, radio, je crois. Euh, nettoyer les radiations entre guillemets, ouais, parce que en fait, quand on a un souci de radiation, on a remarqué que, enfin, on a remarqué, les scientifiques ont remarqué qu'il y avait un lien étroit avec le microbiote. Le microbiote intestinal, plus il va être harmonieux et puis mieux le corps va supporter les radiations. Donc c'est pour ça par exemple que comment ça s'appelle? Il y a une algue qui est bien. Pour ça au Japon ils avaient remarqué que ça marchait bien, c'est le miso. Que les personnes qui prenaient du miso avaient
supporter beaucoup mieux les radiations. Pour les radiations, il y a aussi de l'herbe de blé qui marche bien, donc l'argile aussi. Il y a la laitue aussi qui marche bien. Pour le charbon, en fait, c'est parce que forcément, comme ça nettoie, ça va plus favoriser les bonnes bactéries. Il y a des bactéries parce qu'en fait, il a été remarqué qu'il y avait des échanges ioniques entre bactéries et des bactéries du système intestinal à d'autres systèmes bactériens dans le reste du corps, et voire même des échanges ioniques avec des choses qui sont à l'extérieur du corps. Donc s'il y a radiation, en fait le corps, enfin les bactéries en question peuvent être incriminées, enfin perturbées en fait, et du coup le charbon va aider à éliminer les bactéries mortes, les nuisibles en fait, et du coup en fait ça va aider à ce que le microbiote soit harmonieux et que du coup on résiste mieux en fait aux radiations. Alors Lise Jenny, est-ce que l'argile ou la zéolite peuvent constiper? Alors oui, si tu en prends en excès, ça peut constiper. Donc oui, il faut éviter d'en prendre de trop. Voilà, vous avez d'autres questions? Sinon, moi c'est ok pour moi. C'est bon, pas de questions? En le prenant au coucher, l'argile constipe moins ou pas? Euh, Alors là, oui et non. Oui, on va plus conseiller ça. On va plus conseiller de le prendre au coucher. Mais après, ça va surtout être la quantité en fait qui va jouer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc dites-moi si vous avez d'autres questions. Donc pour répondre à ta question, ça va être mieux, ça va être mieux le soir, hein, en cas de constipation. L'huile de Harlem, qu'en penses-tu? Euh, bah euh, oui, c'est une huile. Ça dépend, c'est pour quel objectif. Alors, pour le soufre, pour le soufre, ce serait plus l'huile l'huile de hareng. Mais après,
Ouais, ça va le faire aussi avec l'huile de Harlem pour apporter du soufre aux bronches. D'accord. Bah oui, oui, ça va là, ça va être de l'huile de lin avec de l'huile, avec du soufre en fait. Donc oui, ça va être bien. Sachant qu'en plus, l'huile, c'est intéressant justement pour ce qui va être relié au système pulmonaire parce que, comme je l'avais montré dans un live, bon, il y a quelques temps, c'était il y a 2 ans, non, même peut-être maintenant, je crois que ça remonte peut-être à 4 ans. C'était un live où j'expliquais qu'en fait, il y avait une réciprocité entre le système intestinal et le système pulmonaire, à savoir que un bon microbiote intestinal avait un impact bénéfique sur la santé pulmonaire, donc sur le système immunitaire, enfin sur les réactions immunitaires et inflammatoires pulmonaires, et donc réciproquement du coup un mauvais microbiote influait négativement sur le système pulmonaire, inflammatoire et immunitaire, et donc la santé le bien-être intestinal était prépondérant justement pour un bien-être pulmonaire, qu'il y avait un échange entre le microbiote intestinal et pulmonaire. Donc est-ce que ça répond à ta question? D'ailleurs, pour le côté pulmonaire, tu parles de soufre, tu vas avoir tous les organosulfurés, donc ail, poireaux, choux, qui vont être intéressants, radis, navets, oignons. Donc du coup, avec les huiles, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que tu aies le bon équilibre entre chaque huile. Donc que tu aies des bons apports en oméga 3, 6, 9. Comment améliorer le microbiote intestinal? Oula, ça c'est un vaste sujet. Donc déjà les huiles, pas d'excès d'huile, pas d'excès d'huile, et puis prendre de la qualité au niveau des huiles, avoir des bons apports en oméga 3, 6 et 9. Voilà, donc les huiles, ça c'est un sujet important. Ensuite, il y a la question de l'apport des fibres. Donc, au plus ton microbiote est perturbé, au moins il va falloir en prendre, mais en même temps il en faudra quand même, parce que c'est de la nourriture, c'est des prébiotiques pour les bonnes bactéries, mais en fait, comme on dit, quand il y a dysbiose, c'est premier arrivé, premier servi, du coup, les bactéries négatives, en fait, elles, quand il y a dysbiose, elles sont surdéveloppées, donc c'est elles qui vont avoir la nourriture en premier, donc ça va faire leur jeu. Donc c'est pour ça qu'il ne faudra pas prendre trop de fibres. Éventuellement aussi prendre des probiotiques, donc par l'alimentation ou par une complémentation. Donc par exemple avec des boissons fermentées, le kombucha, le kéfir. Aussi veiller à des bons apports en glucides de qualité, donc des bonnes associations alimentaires, c'est évident, adaptées à soi. Euh, donc on parle pas forcément de base comme ça, mais il y a aussi les protéines, enfin apport lipides, protéines, glucides, c'est évident, hein. Apporter des aliments qui sont digestes pour soi. Donc par exemple, si vous avez les intestins assez irrités, donc ça va couler de source qu'il va falloir éviter de prendre des excès de salade qui risquent de tenser un peu le tube digestif. Donc avoir une alimentation appropriée et individualisée qui est une bonne alimentation pour soi. Donc là, ça c'est l'intérêt justement des consultations en naturopathie, donc d'aller voir votre naturopathe. Et puis aussi, ça va être de pas être trop stressé. Si t'es trop stressé, ça va favoriser les mauvaises bactéries. Si t'as des mauvaises bactéries, ça va favoriser que tu sois trop stressé, tu vois.
Alors, Lise Jenny, y a-t-il une HE à utiliser pour masser le ventre pour soulager les douleurs dues au ballonnement? Oui, tu as par exemple l'huile essentielle de gingembre, l'huile essentielle d'estragon, l'huile essentielle de menthe poivrée. Y a-t-il d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Du coup, je rectifie, hein, tout à l'heure, j'ai dit que pour le soufre, on utilisait plus l'huile de hareng, mais c'est pas qu'il y a du soufre dans le hareng, c'est parce que souvent, en plus de consommer du soufre, on prend de l'huile de hareng. C'était dans ce sens-là. Donc du coup, voilà, je fais un petit éclairage. Voilà, avez-vous des questions? Sinon, c'est tout bon pour moi et je coupe le live. Non, pas de questions. Bah, en tout cas, merci d'avoir participé à ce live. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, hein, pour le prochain live questions-réponses. J'en fais un toutes les semaines. Et puis prochainement, je ferai un live en plus sur la détoxification du foie au printemps. Voilà, merci à vous. Bonne soirée, au revoir.